Après des mois de travail, j'ai enfin terminé la rénovation de mon chalet, au bord du lac. Ce soir-là, mes parents m'ont annoncé, ta sœur organise sa fête de remise de diplôme ici. Ne te mets pas dans ses pattes, ou pars. J'ai simplement répondu, très bien. Avant le lever du soleil, elle s'est garée dans l'allée avec un grand sourire, puis a pilé sur les freins en voyant ce qui l'attendait près de la maison. La dernière couche de l'azur était encore collante sur la rambarde du Porsche, lorsque j'ai reculé pour l'admirer. 8 mois de travail, chaque samedi et la plupart des dimanches, d'avril à décembre. 42 minutes de route à l'aller comme au retour, avec du bois attaché sur la galerie de toit, et une glacière remplie de sandwichs posés sur le siège passager. Ce chalet n'était rien du tout lorsque je l'ai acheté, lors d'une vente aux enchères fiscales du comté, pour 52 000 $. Une simple coquille vide de 2 chambres, avec un ponton affaissé, et une cuisine qui empestait le raton laveur. Mais moi, je voyais son potentiel. Je pouvais imaginer ce qu'il allait devenir. Et maintenant, c'était terminé. La rambarde était bien droite. Le ponton supportait le poids sans broncher. La salle de bain avait de l'eau chaude, pour la première fois depuis 6 ans. J'avais poncé chaque plancher à la main, car la ponceuse de location avait grillé le 2e jour, et je n'avais pas les moyens d'en louer une autre avant ma prochaine paie. J'ai carrelé la crédence de la cuisine avec de la céramique trouvée en liquidation, à 40 cents le pied carré, et j'ai découpé chaque pièce sur une scie à eau, empruntée au concierge de l'école. Les planches du Porsche étaient en pain autoclave, sur lesquelles j'ai appliqué 3 couches de l'azur, réparties sur 3 week-ends. Les pilotis du ponton, je les ai remplacés en pataugeant dans le lac en plein mois de juillet, armés d'un pied de biche et d'une prière. J'ai arraché les poteaux pourris, et j'en ai enfoncé de nouveau à l'aide d'un enfonce-pieux loué à la journée. 8 mois de week-end, 18 000 $ de matériaux, et l'embauche d'ouvriers pour la plomberie et l'électricité que je ne pouvais pas faire moi-même. Mais chaque autre clou, chaque autre vis, chaque autre couche de finition était mon œuvre. Mes propres mains, mes week-ends, et mon argent, économisé sur un salaire de responsable de cantine, qui ne me laissait que 200 $ par mois une fois les factures payées, à condition de ne jamais manger au restaurant. J'ai passé la main derrière mon oreille, et j'ai touché le crayon de charpentier. Plat, large, avec le tampon Dixon effacé jusqu'à n'être qu'une ombre, et des marques de dents à une extrémité, laissées par un homme qui le mordillait quand il réfléchissait. Je l'avais gardé derrière mon oreille chaque jour de la rénovation, exactement comme mon oncle le faisait autrefois. J'ai entendu le gravier crisser dans l'allée, c'était le camion de Walt. Derrière lui, il y avait la berline d'Irene, suivie de la petite voiture blanche de Darla, arborant encore l'autocollant de stationnement de l'université sur le pare-choc. Ils sont entrés sans frapper. Darla a d'abord traversé la cuisine, passant la main sur le plan de travail que j'avais installé en septembre. Elle a ouvert le réfrigérateur, acheté avec ma carte de crédit, et a regardé à l'intérieur, comme si elle faisait un inventaire. Irene, quant à elle, s'est tenue dans l'encadrement de la porte, le regard baissé vers le sol. Walt s'est assis à la table de la cuisine, celle que j'avais fabriquée avec des planches de récupération, et a posé ses 2 mains à plat sur la surface. Ta sœur obtient son diplôme le week-end prochain, a déclaré Walt. Nous organisons sa fête ici. Je l'ai fixé droit dans les yeux. 60 personnes. Du samedi après-midi au dimanche matin. Le traiteur est réservé. Le DJ est booké. Darla a prévu une tente pour la zone du ponton. C'est déjà payé. Payé avec quoi, ai-je demandé. Walt a balayé la question d'un revers de main. Le fait est que ça va se faire. Ce chalet est parfait pour l'occasion. Darla prépare ça depuis des semaines. Ta mère et moi en avons discuté, et c'est l'endroit idéal. Vous en avez discuté, ai-je rétorqué. Sans moi. Walt s'est adossé à la chaise. La chaise que j'avais construite. À la table que j'avais fabriquée, dans la cuisine que j'avais carrelée. Tu sers des plateaux repas dans un collège, chez A. Tu gagnes 38 000 $ par an, et tu passes 8 mois de tes week-ends à poncer des sols et à gratter de la peinture, dans un chalet au bord d'un lac qui tombait en ruine quand tu l'as acheté. Ta sœur, elle, vient de terminer ses études. Un vrai diplôme, d'une vraie université. Elle a un petit ami avec une vraie carrière. Elle a un plan d'avenir. Toi, tu as un crayon de charpentier et un seau de l'azur. Elle ne demande qu'un seul week-end. Un seul. Et tu ne peux même pas accorder ça à ta propre sœur. Sans en faire une histoire de non écrit sur un bout de papier.
ne te mets pas dans ses pattes, ou pars. Ce n'est pas une discussion, c'est un fait établi. Darla souriait, appuyée contre le réfrigérateur. Irene regardait le torchon accroché à la poignée du four, incapable de croiser mon regard. Je me tenais dans cette cuisine, que j'avais bâtie à partir d'une ruine empestant l'animal, et j'écoutais mon père m'expliquer que je n'étais rien, précisément pour l'avoir construite. Ma mâchoire s'est contractée. Mes mains avaient envie de se serrer en poing, mais je les ai plaquées contre mes cuisses, et j'ai pris une grande inspiration par le nez. Très bien, ai-je dit. J'ai décroché ma veste du crochet près de la porte. Je l'ai mise dans ma poche, sentant la forme plate du crayon pressé contre mes côtes. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit pendant 42 minutes pour retourner en ville, sans allumer la radio. Très bien, c'est un mot qui ressemble à une capitulation. Mais ce n'en est pas une. C'est le mot qu'on utilise lorsqu'on a déjà décidé de ce que l'on va faire, et qu'on n'a pas encore besoin que l'autre personne le sache. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'au parking de l'école, car je savais que Bess y serait encore. Elle restait tard chaque vendredi, pour terminer le rapport de présence qu'elle repoussait toute la semaine. Sa voiture était garée dans la deuxième rangée, le moteur tournait, le chauffage était allumé, son téléphone à la main. Je me suis garé à côté d'elle, et je suis monté côté passager. Bess a regardé mon visage, puis a posé son téléphone. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Le camion dans l'allée, l'annonce de la fête, Walt à table, ses paroles brutales, tout. Les plateaux repas, la lasure, l'ultimatum. Bess est restée silencieuse pendant 10 secondes. Puis, elle a repris son téléphone, ouvert Instagram, tapé un nom, et tourné l'écran vers moi. C'était une publication de Darla, vieille de 3 jours. La légende disait « Grosse fête de diplôme à la Maison du Lac », accompagnée d'une rangée d'émojis festifs. Il y avait 5 photos. La première montrait le salon fini du chalet, les sols que j'avais poncés, les fenêtres que j'avais recadrées, et le luminaire que j'avais câblé, avec l'électricien derrière moi pour me guider. La deuxième était le ponton que j'avais reconstruit, avec la rambarde lasurée, et le lac en arrière-plan, captant la lumière de l'après-midi. La troisième, c'était la cuisine. Ma cuisine, mon carrelage, mon plan de travail, ma table. 112 j'aime. 41 commentaires. OMG, le chalet de ta famille est magnifique. Vivement qu'on y soit. J'adore le ponton. Tes parents doivent être tellement fiers de cet endroit. Darla n'avait corrigé aucune de ses remarques. Pas une seule réponse pour préciser, en fait, c'est ma sœur qui l'a construit. Pas la moindre mention de mon prénom. Pas un mot sur les 8 mois de labeur, les 18 000 $ dépensés, la cuisine qui sentait la bête sauvage, la scie à eau, ou le carrelage en solde. Elle publiait sur le sujet depuis 3 semaines. Elle a utilisé tes photos avant-après prises avec ton téléphone, m'a fait remarquer Bess. Celle que tu m'as envoyée par texto en octobre. Elle a recadré la photo du ponton pour couper ton ombre. Elle n'a jamais mentionné ton nom. Pas une seule fois. Je fixais l'écran avec insistance. Chaque planche que j'avais poncée. Chaque rambarde que j'avais teinte. Chaque week-end où j'étais arrivé avec ma glacière et mes outils. Tout le mérite était attribué à la maison de famille. Bess a fermé l'application. Ce n'est pas juste une fête, chez. C'est quelqu'un qui s'approprie la maison que tu as construite, en faisant croire qu'elle a elle-même choisi la peinture. Elle a effacé mon ombre de la photo du ponton, ai-je murmuré. Je sais. J'ai vu l'original, tu me l'as envoyé le week-end où tu l'as terminé. Ton ombre est dans le coin inférieur gauche. Dans sa version, elle a disparu. 3 semaines de publication. Personne ne l'a reprise. Personne ne savait qu'il y avait quoi que ce soit à corriger. Elle a dit à tout le monde que c'était le chalet de sa famille. Dans son entourage, personne ne sait même que tu existes. Nous sommes allés à l'appartement de Bess. Elle a préparé du thé. Je me suis assise à la table de sa cuisine, qui était plus petite que celle que j'avais fabriquée pour le chalet, tout en coûtant 2 fois plus cher. Et je lui ai parlé de l'oncle Clyde. Clyde était le frère de ma mère, un charpentier à la retraite. Il était la seule personne, dans toute ma famille, à avoir un jour regardé ce que je faisais en disant que c'était bien, sans y ajouter de conditions. Il m'a appris à tenir un marteau quand j'avais 8 ans, à lire un maître ruban à 10 ans,
et à mettre une charpente à l'équerre à 14. Il m'emmenait sur les chantiers les matins d'été, et me laissait porter la boîte à outils, même si elle était trop lourde. Et il ne me la reprenait jamais avant que je ne le lui demande. Ce crayon, il me l'a donné dans une station-service, quand j'avais 14 ans. Il l'a retiré de derrière sa propre oreille, pour le placer derrière la mienne. Mesure 2 fois, m'avait-il dit. Parce qu'une fois que tu as coupé, tu ne peux plus remettre le bois. Il est mort quand j'avais 22 ans. Une crise cardiaque, dans son atelier. Il avait de la sueur sur sa chemise. Les ambulanciers l'ont trouvé sur l'établi. Ma tante m'a remis ce crayon lors des funérailles. Je l'ai gardé dans le tiroir de ma table de chevet pendant 4 ans. Le jour où j'ai acheté le chalet, je l'ai mis derrière mon oreille, et il y est resté pendant 8 mois. Bess a écouté toute l'histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle a posé sa tasse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais attendre, ai-je répondu, et ensuite, je vais faire les comptes. Quels comptes? Tous. Absolument tous. J'avais donné une copie de ma carte de crédit à Darla, parce qu'elle m'avait dit qu'elle passerait chercher des vis à bois à la quincaillerie, pendant que j'étais au travail. J'avais donné un double des clés à mes parents, car ils m'avaient assuré qu'ils iraient vérifier le chalet, en cas de chute des températures. J'avais fait ces choses, parce que je croyais qu'être généreuse avec les gens que j'aimais équivalait à être respectée par eux. 8 mois de week-end m'ont appris à construire un Porsche. Il m'a suffi d'un seul vendredi soir pour apprendre que ce n'était pas la même chose. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à Le Coin Reddit et activez la cloche des notifications, pour ne manquer aucune histoire. J'étais toujours à la table de la cuisine de Bess, à 21h15, quand mon téléphone a vibré. Le nom de Darla s'est affiché sur l'écran. J'ai ouvert le message, j'ai 60 confirmés, à 40 € chacun. Ça fait 2400 € net. Traiteur et Digi sont sur sa carte. Papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant de recevoir le relevé. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'ai cru avoir mal lu. La deuxième fois, j'ai senti ma poitrine se serrer. La troisième fois, j'ai compris. Darla ne m'avait pas envoyé ce message exprès. Elle voulait l'envoyer à Kai. Mais elle l'a envoyé à Chéet. Une petite erreur de contact, un tapotement de trop, et tout le plan s'étalait sur mon écran. 60 personnes. 40 € chacune. 2400 €. Darla n'allait pas seulement organiser une fête dans mon chalet, elle vendait carrément des billets d'entrée. Elle faisait payer 40 € par tête à ses amis et camarades de classe, pour assister à une fête dans une maison qu'elle ne possédait pas, qu'elle n'avait pas construite, et qu'elle ne pouvait même pas ouvrir sans la clé que je lui avais donnée. De plus, le traiteur et le Digi étaient sur ma carte de crédit. Et Walt était au courant. Papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant le relevé. Il ne s'était pas contenté d'autoriser ça, il avait même planifié le timing. J'ai posé le téléphone. Bess était en train de laver une tasse à l'évier. Elle s'est retournée et a vu mon visage. Quoi? Je lui ai montré le message. Bess l'a lu, ses mains se sont figées sur le torchon. Ouvre l'application de ta carte de crédit, m'a-t-elle ordonné. Je l'ai ouverte. Les transactions se sont affichées en colonne, de la plus récente à la plus ancienne. 1200 € pour une entreprise de traiteur dont je n'avais jamais entendu parler, un nom aux allures haut de gamme. 600 € pour un service de réservation de Digi, basé à 2 villes de là. 800 € pour une société de location de tentes et d'événements. C'étaient les acomptes des prestataires. En dessous, étalés sur les 2 derniers mois, selon un schéma qui semblait aléatoire mais ne l'était pas, 3200 € de frais. Ils étaient étiquetés comme matériaux de rénovation, provenant de magasins que je connaissais, mais pour des achats que je n'avais pas effectués. J'ai fait défiler la ligne des 3200 €, dépense par dépense. Un magasin d'articles de maison, 480 €. Un entrepôt d'articles de fête, 340 €. Un détaillant en ligne, 620 €. Un autre magasin d'articles de maison, dans un endroit différent, 390 €. Une boutique de loisirs créatifs, 280 €. Un magasin de plein air, 410 €. Un point de vente d'ustensiles de cuisine, 680 €. J'ai sorti mes propres reçus de quincaillerie. Je les gardais tous dans un dossier sur mon téléphone, de la manière dont Clyde m'avait appris à conserver chaque ticket, jusqu'à ce que le travail soit terminé et que la peinture soit sèche.
Aucun des 3200 € ne correspondait à ce que j'avais acheté. Les enseignes étaient les bonnes, mais les articles étaient faux. C'était des décorations, pas du bois d'œuvre. Un bar portable, pas des raccords de tuyauterie. Des plateaux de traiteur, pas du carrelage. Des guirlandes lumineuses, pas du câble électrique. Des enceintes d'extérieur, pas des vis. De la vaisselle jetable, pas du papier de verre. Ce n'étaient pas des fournitures de rénovation, c'étaient des fournitures de fête. Pour les retraites d'études que Darla organisait au chalet, lors des week-ends où je n'y étais pas. Je tenais un registre des invités à l'entrée du chalet, un carnet où j'écrivais la date et la météo à chaque visite. J'avais remarqué des inscriptions sur 6 week-ends où je n'y étais jamais allé. L'écriture n'était pas la mienne. Parfois, il n'y avait même pas d'écriture, juste une auréole de café ou une tache sombre, là où quelqu'un avait posé une tasse sur la page ouverte. J'avais aussi trouvé des taches de vin sur le plan de travail que je devais essuyer à mon arrivée, un sous-verre cassé qui ne m'appartenait pas, et un sac poubelle sentant la nourriture à emporter d'un restaurant de la ville universitaire, situé à 30 km à l'est. Depuis 2 mois, Darla gérait une véritable opération de location sur ma propriété, en utilisant ma carte de crédit. Elle faisait payer de 30 à 50 € la nuit à ses amis, pour l'accès au chalet, en appelant cela des retraites d'études. Elle avait une clé. Elle avait mon numéro de carte. Elle avait eu 6 week-ends pour s'entraîner avant cette fête de diplôme, qui n'était donc pas le début de quoi que ce soit, mais bien la grande finale d'une escroquerie de 2 mois. Total des frais non autorisés, 2600 € d'acompte de prestataire, plus 3200 € de fausses fournitures de rénovation. Soit un total de 5800 €. 5800 € facturés sur une carte à mon nom, utilisant ma limite de crédit, et mon historique de paiement. Chaque mois, pendant 2 mois, j'avais vu ces débits passer, en supposant que Darla achetait des vis à bois et de la pâte à bois, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Je l'avais même remercié une fois. Je lui avais envoyé un texto en octobre, merci d'avoir pris le matériel. Tu m'as évité un trajet. Elle m'avait répondu avec un emoji pouce en l'air. Ce pouce en l'air, c'était sa façon de valider que son mensonge fonctionnait. J'ai failli laisser la fête avoir lieu. J'avais la main sur mon téléphone, et une part de moi pensait que je pourrais peut-être en parler à Darla le lendemain matin, régler le problème, maintenir la famille unie, et trouver un moyen de rendre tout le monde heureux. Mais les mots que Bess avait prononcés sur le parking pesaient encore lourdement dans ma poitrine. Elle a utilisé tes photos avant-après. Elle n'a jamais mentionné ton nom. Cette phrase avait un poids que j'avais ressenti tout au long du trajet retour. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit, à 22h02. La conseillère a confirmé que j'étais bien la titulaire principale. J'ai contesté la totalité des 5800 € de frais non autorisés. Sans exception. Je lui ai expliqué que la carte avait été utilisée par un membre de la famille, sans mon autorisation, pour des réservations de prestataires et des achats personnels. Elle a signalé les transactions pour enquête, et m'a confirmé que la contestation annulerait les montants en attente, d'ici 3 jours ouvrés. Elle m'a demandé si je voulais faire opposition sur la carte. J'ai répondu que oui. Une nouvelle carte, un nouveau numéro, envoyé à mon adresse uniquement. L'ancienne carte était déjà morte avant même que je ne raccroche le téléphone. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Ça a sonné 4 fois. Une femme a décroché, le ton professionnel et fatigué. Je lui ai donné mon nom, précisant que la carte utilisée pour la réservation du 14 décembre était la mienne, que cette réservation n'était pas autorisée, et que je l'annulais. Elle m'a demandé les 4 derniers chiffres de la carte, que je lui ai fournis. Elle a retrouvé le dossier, et m'a demandé si j'étais sûr de moi. J'ai dit que oui. Elle a annulé. Le numéro de confirmation est arrivé dans ma boîte mail, à 22h20. J'ai appelé le service du Digi. La conversation fut plus courte. L'agent de réservation m'a prévenu, Madame, le client perdra son acompte. Je lui ai répondu, la cliente a utilisé ma carte sans ma permission. L'acompte est déjà contesté auprès de ma banque. Il a annulé. Confirmation reçue à 22h30. J'ai appelé la société de tente. Ils ont décroché à la 2e sonnerie. Même conversation, même résultat. À 22h45, chaque prestataire que Darla avait engagé pour la fête de diplôme était annulé. Chaque acompte était en litige. Chaque confirmation d'annulation s'alignait dans ma boîte de réception, telle une rangée de portes qui se fermaient. À 23h,
J'ai composé le numéro non urgent du shérif du comté. J'ai signalé l'utilisation commerciale non autorisée de ma propriété. L'adjoint a pris l'adresse, et m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai répondu pas tout de suite, mais que je voulais laisser une trace. Le numéro de dossier était dans mon téléphone à 23h15. J'ai envoyé un SMS à Horton, l'avocat que la sœur de Bess avait engagé pour un litige de clôture de propriété. J'ai besoin d'une lettre de mise en demeure d'ici lundi. Frais de carte de crédit non autorisés. Et utilisation non autorisée de ma propriété. 5 800 € plus les frais d'utilisation. J'envoie les documents ce soir. Il a répondu à 23h22, envoyez tout. Ce sera prêt. J'ai conduit jusqu'à la quincaillerie ouverte 24h24, sur la route 6, et j'ai acheté un cadenas à combinaison, robuste, avec 4 cadrans. J'ai écrit le code sur l'intérieur de mon poignet avec un stylo, car je ne faisais pas confiance à ma propre mémoire. À minuit, avec seulement 4 heures de sommeil, l'estomac rempli de thé, et bouillonnant de colère. J'avais failli dire oui à cette fête, quand Walt était assis à la table, que Darla souriait près du réfrigérateur, et qu'Irene fixait le torchon. Une part de moi voulait accepter, parce que dire oui était ce que j'avais toujours fait. Mais la forme plate du crayon de charpentier appuyait contre mes côtes, à travers ma veste. Et j'ai entendu la voix de Clyde, tu mesures 2 fois. Parce qu'une fois que tu as coupé, tu ne peux plus remettre le bois. J'avais déjà mesuré. J'avais mesuré pendant 8 mois. Je savais exactement ce que cette famille pensait que mon travail valait. Et la réponse était, rien du tout. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le coin Reddit vous propose une nouvelle histoire chaque semaine. J'ai conduit jusqu'au chalet à 4 heures du matin. L'obscurité de décembre. Les phares perçaient le givre qui s'était déposé sur le chemin de terre, comme une fine peau blanche. Les arbres bordant la route du lac étaient dénudés et immobiles. Aucune autre voiture. Aucune autre lumière, hormis les étoiles, et la lumière du Porsche que j'avais branché sur un minuteur depuis octobre, pour que le chalet n'ait pas l'air abandonné. Je me suis garé, et je suis resté assise dans la voiture pendant 1 minute, regardant ma respiration embuer le pare-brise. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine, non. Il y a une différence entre être prête et être calme, et je n'étais que l'un des deux. Puis, je suis sorti, et je me suis mis au travail. J'ai retiré l'ancien cadenas de la porte d'entrée, et je l'ai remplacé par le nouveau, à combinaison. Je l'ai testé 3 fois. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. La combinaison comportait 4 chiffres. Je les avais notés sur mon poignet au stylo, dans une note sur mon téléphone, et aussi au dos d'un reçu rangé dans ma boîte à gants, car je fonctionnais avec 4 heures de sommeil, et je ne me faisais pas confiance pour me souvenir de quoi que ce soit. Si ce n'était pas écrit à 3 endroits différents. J'ai vérifié le loquet de chaque fenêtre. J'ai fait le tour du chalet, de la manière dont Clyde m'avait appris à inspecter un chantier avant le début de la journée, le périmètre d'abord, puis l'intérieur. La rambarde que j'avais lasurée était froide au toucher, et solide. Les pilotis du ponton, remplacés en juillet, résistaient vaillamment à la glace qui se formait au niveau de l'eau. Les tuyaux de la salle de bain n'avaient pas gelé. Tout ce que j'avais construit tenait bon. J'ai sorti la vieille chaise pliante de Clyde du coffre de ma voiture, et je l'ai installée sur le porche. En la dépliant, j'ai senti la rouille sur les charnières, cette même rouille qui était là depuis son atelier. J'ai installé la table pliante, que j'avais ramenée de mon appartement. Sur cette table, j'ai aligné 4 éléments, l'acte de propriété à mon nom, le relevé imprimé de la carte de crédit montrant les 5 800 € de frais non autorisés, avec chaque ligne surlignée au marqueur jaune, une capture d'écran du mauvais texto de Darla, imprimé sur du papier ordinaire. Et les confirmations d'annulation des prestataires, attachées ensemble avec une pince à dessin. Je me suis versé du café depuis le thermos, et je me suis assise. Le poids du crayon de Clyde était dans ma poche, plaqué contre mes côtes. La rambarde du Porsche sentait encore légèrement la lasure, même dans le froid. Le givre recouvrait tout, les marches, les bords de la table, les accoudoirs de la chaise pliante. Ma respiration se condensait en petits nuages. J'ai attendu. J'ai regardé le ciel s'éclaircir, passant du noir au gris, puis à un bleu pâle, qui rampait depuis l'arrière de la ligne d'arbres, de l'autre côté du lac. Je n'avais jamais été au chalet aussitôt. Je n'avais jamais vu la lumière arriver de cette façon. Lente et uniforme, touchant l'eau en premier, puis le ponton, la rambarde,
et enfin le Porsche. C'était magnifique. C'était à moi. Et dans 1 heure et demie, quelqu'un allait remonter ce chemin de gravier, en s'attendant à me le prendre, pour la toute dernière fois. J'avais bien failli ne pas venir au chalet à 4 heures du matin. J'étais dans mon lit, l'alarme réglée, la main sur le téléphone, et cette partie de moi qui s'était pliée aux volontés de cette famille pendant 28 ans me disait « Reste chez toi. Laisse tomber. Trouve une autre solution. » Puis, j'avais rouvert le texto de Darla, papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant le relevé. Ils avaient planifié tout ça. Ils s'étaient synchronisés sur mes habitudes. Puisqu'ils avaient fait des plans, moi aussi, j'allais en faire. 6h30. La première lueur grise filtrait à travers les bouleaux, de l'autre côté du lac. Le givre sur la rambarde a capté cette couleur naissante, et l'a retenue. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Les pneus sur le gravier gelé faisaient un bruit semblable à des craquements de doigts, lents et délibérés. Puis, les phares ont percé les troncs de bouleaux. C'était la petite voiture blanche de Darla. Son autocollant universitaire a brillé sous la lumière du Porsche lorsqu'elle s'est garée. Elle souriait. Elle avait une boîte de guirlandes sur le siège passager, et une housse de vêtements suspendue au crochet arrière. Elle s'est garée, a ouvert sa portière, et a posé le pied sur le gravier, avec des bottes qui n'étaient clairement pas faites pour marcher sur un sol gelé. Puis, elle a levé les yeux vers le Porsche, et m'a vu. Son pied s'est arrêté net sur le gravier. Son sourire s'est effacé de travers, et est resté bloqué là, figé entre l'arrivée et la prise de conscience. Elle a maintenu la portière de la voiture ouverte pendant 3 longues secondes, avant de la refermer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé. J'ai pointé la table du doigt, lit. Darla a gravi les marches du Porsche, lentement. Elle a d'abord regardé l'acte de propriété, puis le relevé de la carte de crédit, puis la capture d'écran de son propre texto. Son visage est passé par 3 états en 10 secondes, la confusion, la reconnaissance, et enfin, une expression que je n'avais jamais vue chez ma sœur auparavant, la conscience d'avoir été prise au piège par quelqu'un qu'elle pensait incapable de faire attention. Elle a sorti son téléphone et a appelé Walt. Walt et Irene se sont engagés dans l'allée à 6h55. Walt est sorti le premier. Il a vu le cadenas sur la porte du chalet. Il a vu la table. Il m'a vu dans la chaise de Clyde, avec mon thermos. Il a monté les marches, les épaules carrées, de la même manière qu'il entrait dans n'importe quelle pièce, en s'attendant à ce que les meubles s'écartent sur son passage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il lancé. Ce n'était pas une question. « Lis ce qu'il y a sur la table », ai-je répondu. « Je ne lirai rien du tout. » Ouvre le chalet. Le traiteur arrive à 9h. Le traiteur est annulé. Je les ai appelés à 22h20, hier soir. Le DJ est annulé. La société de tente est annulée. Je suis la titulaire de la carte, et j'ai annulé toutes les réservations que Darla a faites en mon nom. Le visage de Walt s'est transformé. Son assurance ne l'a pas quitté d'un seul coup. Elle s'est effritée par morceaux, comme de la peinture qui s'écaille d'un mur quand on la gratte, bande par bande. Il a regardé Darla. Darla regardait le sol. « Tu ne peux pas annuler ces réservations », a dit Walt. Elle a déjà confirmé avec les prestataires. Les gens s'attendent à une fête dans un chalet qui m'appartient. Les prestataires ont été payés avec une carte qui m'appartient. Je peux annuler tout ce qui porte mon nom, et absolument tout sur cette table porte mon nom. Walt s'est approché de la table. Il a pris le relevé de carte de crédit, et a lu les 3 premières lignes. Sa bouche s'est entr'ouverte. Il l'a reposée. « Darla, qu'est-ce que c'est que ça ?» Darla n'a pas répondu. Elle a croisé les bras, et a continué de fixer le gravier. « Darla, réponds-moi. Qu'est-ce que c'est ?»« Ce n'est pas ce que tu crois », a fini par dire Darla. Les frais étaient pour la rénovation. Je l'aidais. M'aider ? Je me suis levé de ma chaise. Tu as facturé 1200 € pour qu'un traiteur m'aide dans ma rénovation ? Tu as engagé un DJ à 600 € pour m'aider à poncer les sols ? Darla s'est tue. Walt a regardé à nouveau le relevé bancaire, puis Darla, puis moi. Il y a une explication à tout ça, a affirmé Walt. Oui, il y en a une, et c'est moi qui vais te la donner, ai-je déclaré. J'ai pris la parole. Darla a réservé un traiteur pour 1200 € sur ma carte de crédit, sans ma permission.
Un Digi pour 600 €. Une location de tank pour 800 €. Ça fait 2600 € d'acompte de prestataire facturé à mon nom. Elle a également dépensé 3200 € pour ce qu'elle appelle des matériaux de rénovation, au cours des 2 derniers mois. Ce ne sont pas des matériaux de rénovation. Ce sont des décorations. Un bar portable, et des plateaux de service pour les fêtes qu'elle organise ici le week-end. Elle fait payer ses amis de 30 à 50 € la nuit pour avoir accès à un chalet qu'elle ne possède pas, qu'elle n'a pas construit. Et qu'elle ne peut même pas ouvrir sans la clé que je lui ai donnée. 60 personnes lui ont payé 40 € chacune pour ce soir. Ça fait 2400 € dans sa poche, en vendant ma propriété. J'ai déposé un litige auprès de ma banque à 23h40. Hier soir. Il n'y a pas de fête. Il n'y a qu'un chalet verrouillé, avec un seul nom sur l'acte de propriété, et une allée pleine de gens qui ont payé votre fille pour quelque chose qu'elle n'a jamais eu le droit de vendre. La main d'Irene s'est portée à sa bouche. Darla a fait un pas en arrière. C'est juste une fête, chérie, a lâché Darla. Tu en fais toute une montagne. Ma mâchoire s'est contractée. C'était la faille. La seule et unique. Tu as dit que je n'avais qu'un crayon de charpentier et un seau de lasure, ai-je lancé à Walt. Ce crayon a marqué chaque coupe sur chaque planche où ta fille se tient en ce moment. Cette lasure recouvre chaque rambarde contre laquelle elle a fait payer ses amis 40 € pour s'appuyer. Ces outils ont construit ce chalet. À partir d'une ruine qui sentait le raton laveur et n'avait pas d'eau chaude. Son diplôme n'a pas planté un seul clou. La main droite de Walt a cherché le capot de son camion derrière lui. Ses doigts se sont écartés, et ses jointures ont blanchi, cherchant à stabiliser un poids qu'il portait autrefois tout seul. Sa mâchoire s'est crispée, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'aucun son n'en sorte. Son pied gauche a reculé, son talon a accroché le gravier, il a trébuché d'1 centimètre, et s'est rattrapé au rétroviseur. Ses yeux ont voyagé de l'acte de propriété sur la table, à mon visage, puis à la porte cadenassée du chalet. Il bougeait en triangle, sans jamais se fixer. Walt a cherché dans sa poche arrière, et a sorti un carnet de chèques. Je vais te faire un chèque tout de suite. 5000 €. Laisse-la juste organiser sa fête. Une seule après-midi, chérie. 5000 €, c'est plus qu'équitable. J'ai ramassé le relevé de carte de crédit sur la table pliante, et je l'ai tenu à bout de bras pour qu'il puisse le lire. 5800 € de frais non autorisés. Mon nom est en haut. Les achats de Darla sont listés ligne par ligne. Traiteur, Digi, tente, décoration, bar portable, plateau de service. Guirlande lumineuse. C'est ce que ta fille a facturé à mon nom. La banque a annulé tout ça à minuit. Et tu étais au courant. Le texto le prouve, papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant le relevé. J'ai reposé le papier sur la table. 5000 €, ça ne couvre pas ce qu'elle m'a volé, et ça ne couvre pas ce que tu l'as aidé à prendre. Walt a rangé le carnet de chèques. Sa main tremblait lorsqu'il l'a glissé dans sa poche. Tu lui as offert mon chalet pour une fête. Elle a vendu 60 billets d'entrée, pour une maison que j'ai bâtie de mes propres mains. Mais l'acte de propriété ne porte qu'un seul nom. Des phares ont balayé le gravier. La voiture de Kai s'est garée derrière le camion de Walt. Il en est sorti en portant un pack de bouteilles d'eau. Derrière lui est arrivée la berline d'Angie, l'une des amies d'université de Darla, arrivée en avance, le téléphone déjà à la main. Kai a remonté l'allée, et s'est arrêté net en voyant la table, le cadenas, et nos visages. Il a posé les bouteilles d'eau sur le gravier. Il a regardé Darla. Il a regardé l'acte de propriété. Il a lu le nom qui y figurait. Tu m'avais dit que c'était le chalet de ta famille, a dit Kai. C'est la famille, a rétorqué Darla. Chérie est ma sœur. C'est le nom de ta sœur qui est sur le document. Elle l'a acheté. Elle l'a rénové. Et toi, tu as vendu des billets d'entrée pour sa propre maison. Kai s'est reculé de Darla. Elle a tendu la main vers son bras, mais il a bougé l'épaule pour qu'elle ne le touche pas. Il a regardé le relevé bancaire sur la table, les lignes de dépenses, le total en bas, et il n'a pas adressé un mot de plus à Darla. Il a ramassé ses bouteilles d'eau sur le gravier, et les a remises dans son coffre. Angie se tenait au bord de l'allée, son téléphone à 2 mains, les pouces figés sur la conversation de groupe. L'écran s'illuminait, message après message provenant des autres invités, en route. Je dois ramener quoi?
Le DJ s'installe déjà? Angie passait son regard de Darla, à la porte cadenassée, et inversement. Elle n'a rien tapé. Elle ne savait pas quoi dire aux 60 personnes qui avaient chacune payé 40 € pour assister à une fête dans un chalet qui n'appartenait pas à l'organisatrice. D'autres phares ont illuminé le chemin de terre. 2 autres voitures. Une camionnette derrière elle. Des invités qui arrivaient pour une fête déjà terminée, avant même que le soleil n'ait dépassé la cime des arbres. Le téléphone de Darla s'est mis à vibrer. Un texto, puis un autre, puis un appel auquel elle n'a pas répondu. Le groupe de discussion explosait en temps réel. Quelqu'un était déjà passé devant l'allée, et avait vu le cadenas sur la porte, la table pliante sur le porche, et la femme assise sur la chaise, qui n'était pas Darla. « C'est la dernière fois que vous venez sur cette propriété sans y être invité », ai-je déclaré. « C'est la dernière fois que Darla touche à ma carte de crédit. C'est la dernière fois que quelqu'un de cette famille entre dans un endroit que j'ai construit. Pour dire qu'il est à lui. Le chalet est à moi. La clé est à moi. La serrure a été changée à 4 heures ce matin. Et si quelqu'un se trouve encore dans cette allée dans 20 minutes, le numéro non urgent du shérif est déjà dans mon historique d'appel. » J'ai pris l'acte de propriété sur la table. Je l'ai plié, et je l'ai rangé dans la poche de ma veste. J'ai ramassé mon thermos. J'ai laissé le relevé de carte de crédit et la capture d'écran du texto sur la table, pour quiconque voudrait les lire. J'ai descendu les marches du Porsche, passant devant Kai et ses bouteilles d'eau, devant Angie et ses pouces figés, devant les 2 nouvelles voitures qui se garaient, remplies d'invités regardant leur téléphone, confus, cherchant une fête qui n'allait pas avoir lieu. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai fermé la portière. Je n'ai pas jeté un seul regard dans le rétroviseur en partant. Le lundi suivant, Horton a envoyé la lettre de mise en demeure. Courrier recommandé, avec signature obligatoire. Adressé conjointement à Walt et Darla. 5 800 € pour les frais de carte de crédit non autorisés, plus 1 200 € de frais d'utilisation de la propriété, pour les 6 week-ends d'exploitation commerciale illégale. 7 000 € au total, avec un délai de paiement de 30 jours. La lettre faisait 5 pages. Elle détaillait chaque dépense, chaque prestataire, chaque week-end, et chaque dollar. Horton avait inclus la capture d'écran du texto en tant que pièce jointe. Il avait inclus le relevé de la carte de crédit en pièce jointe. Il avait inclus l'acte de propriété du chalet en pièce jointe. Walt a signé le recommandé sur son propre Porsche, un mardi après-midi. Au 7e jour, Kai avait annulé leur projet pour le nouvel an. Il n'a pas rompu avec Darla au cours d'une grande conversation, il a simplement cessé de répondre. Elle lui a envoyé 3 textos, chacun plus long que le précédent. Le premier, peut-on se parler? Le deuxième, Kai, je sais que ça a l'air grave, mais je peux tout expliquer. Le troisième, s'il te plaît, rappelle-moi. Il n'a répondu à aucun. Au 14e jour, la clé de l'appartement de Kai trônait sur la table de chevet de Darla, renvoyée dans une petite enveloppe matelassée, sans le moindre mot. La conversation qui a mis fin à leur couple, au 7e jour dans l'appartement de Kai, avait été courte. Darla était venue, pensant pouvoir s'expliquer, de la même manière qu'elle s'était toujours sortie de tout, avec assurance et charme, en partant du principe que la personne en face finirait par être d'accord, simplement parce qu'elle était Darla, et qu'on était toujours d'accord avec Darla. Elle s'était assise sur son canapé, toujours avec sa veste, les jambes croisées, le téléphone sur les genoux, prête à le manipuler. Tu m'avais dit que c'était le chalet de ta famille, lui avait dit Kai depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. C'est la famille. Shea est ma sœur. C'est le nom de ta sœur qui est sur l'acte de propriété. Elle l'a acheté avec son propre argent. Elle l'a rénové de ses propres mains, pendant 8 mois. Toi, tu as vendu des billets d'entrée pour sa maison. Tu as facturé 6 000 € sur sa carte de crédit. J'allais la rembourser. Avec quoi? Tu dois rendre leurs 40 € à 60 personnes, et tu n'as que 600 € sur ton compte. Tu n'as jamais eu l'intention de la rembourser. Tu allais laisser couler jusqu'à ce que le relevé arrive, et ensuite, tu aurais dit que c'était un malentendu. Darla a tiré sur un fil de la manche de sa veste. Ton père était au courant, a ajouté Kai. C'est écrit dans le texto, papa a dit qu'elle ne vérifiera pas. Il était dans le coup. Vous l'étiez tous les deux. Ce n'est pas de la fraude, Kai. C'est la famille. Ce n'est pas la même chose, Darla. Et le fait que tu continues de dire que ça l'est,
c'est la raison pour laquelle je ne serai pas là au Nouvel An. Il a annulé leur projet le soir même. Au 10e jour, un poids lourd s'était abattu sur la cuisine de Walt. La lettre de mise en demeure trônait sur le comptoir, à côté du grille-pain, toujours dans son enveloppe, car l'ouvrir à nouveau signifiait relire les chiffres une nouvelle fois. 7 000 €. Horton avait calculé les frais d'utilisation à raison de 200 € par week-end, pour 6 week-ends. Net, simple, défendable. Walt était assis à la table de la cuisine, l'application de sa banque ouverte sur son téléphone. Solde du compte courant, 2340 €. Il a sorti une enveloppe du tiroir à babioles, et a gribouillé les chiffres au dos. Mise en demeure, 7 000 €. Compte courant, 2340 €. Obligation de remboursement de Darla, 1600 €, car elle avait collecté 2400 € auprès de 60 invités, mais avait déjà dépensé 800 € en décoration non remboursable. Les invités voulaient récupérer leur argent. Darla n'avait plus que 600 € sur son compte. Elle avait envoyé 4 textos à Walt, le suppliant de l'aider à payer la différence. Le salaire de Walt était de 54 000 € par an. Après les impôts, le prêt immobilier, les charges, le crédit de la voiture d'Irene, et les courses, il lui restait environ 400 € par mois de libre. Rien que pour payer la mise en demeure, à ce rythme-là, il lui faudrait 17 mois. Et cela supposait qu'il ne mange pas, ne conduise pas, ne chauffe pas la maison, et n'achète absolument rien qui ne soit déjà budgétisé. Le problème des remboursements de Darla était distinct, mais tout aussi pressant. Les invités voulaient récupérer leurs 40 €. Darla avait 60 personnes dans son répertoire qui avaient payé pour une fête n'ayant jamais eu lieu, et les textos réclamant un remboursement pleuvaient au rythme de 4 ou 5 par jour. Elle avait envoyé 3 messages à Walt, pour qu'il l'aide à couvrir la différence. Il n'avait répondu à aucun d'eux, car il n'avait tout simplement pas l'argent pour le faire. Il a fermé l'application bancaire. Il a ouvert la calculatrice. Il a additionné les chiffres à nouveau. Le calcul ne passait pas la première fois, et il ne passait toujours pas maintenant. Irene est descendue à 7h30, et lui a demandé s'il voulait du café. Il a répondu non, sans lever les yeux. Elle s'est versé une tasse, et restait debout au comptoir, à regarder l'enveloppe de la mise en demeure, et ne l'a pas ouverte. Elle ne l'avait pas ouverte depuis le jour de sa réception. Aucun des deux n'en parlait. Les 7 000 € siégeaient entre eux, tout comme le torchon l'avait été entre nous dans la cuisine du chalet, une chose que tout le monde pouvait voir, mais que personne n'osait nommer. Le 14e jour, un dimanche après-midi, Walt a conduit le long de la route du lac. La lumière de décembre filtrait à travers les bouleaux, en longues lignes argentées. À travers les espaces entre les branches, il pouvait voir le chalet. La lumière du porche était allumée. La voiture de Shea était dans l'allée. De la fumée s'élevait de la cheminée, traçant une fine ligne grise qui s'inclinait doucement sous le vent, avant de se redresser. Le ponton que j'avais reconstruit supportait le poids des premières fortes gelées de la saison, sans fléchir. La rambarde que j'avais teinte arborait la même couleur chaleureuse que le jour où je l'avais terminée, captant ce qu'il restait de la lumière de l'après-midi. Depuis la route, le cadenas était bien visible sur la barrière. Un nouveau cadenas robuste, avec une combinaison à 4 chiffres. Walt n'en connaissait pas le code. Il a garé son camion sur le bas-côté. Le moteur tournait, ses mains étaient posées sur le volant, à 10h10, comme il le faisait quand il conduisait de façon machinale. Il est resté là pendant une bonne minute, à observer le chalet à travers les bouleaux. Le bâtiment ressemblait exactement à la description qu'en avait faite Darla, lorsqu'elle lui avait montré les photos sur son téléphone, 3 semaines plus tôt. Magnifique, achevé, chaleureux. Tout ce que sa plus jeune fille lui avait promis que ce serait, quand elle avait acheté cette ruine lors d'une saisie fiscale en disant qu'elle pouvait la réparer. Il s'était moqué d'elle, à l'époque. Il avait dit que ce serait un gouffre financier. Il avait dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et maintenant, le chalet était debout, illuminé, avec de la fumée s'échappant du toit, et il était verrouillé. La fille qui l'avait construit était à l'intérieur. Tandis que la fille qui avait essayé de le vendre, elle, était à la maison, à répondre à des textos de remboursement qu'elle ne pouvait pas payer. Il comprit alors que la fille de l'autre côté de cette porte était la mauvaise, celle qu'il avait construite était celle à qui il avait ordonné de déguerpir. Il n'est pas sorti du camion. Il n'a pas pris son téléphone dans la console centrale. Il n'a pas baissé la vitre pour mieux regarder la rambarde, le ponton, ou le cadenas sur la barrière. Il est resté assis,
le moteur tournant, le chauffage allumé, et la radio éteinte. Il a contemplé ce que sa fille avait bâti, et il ne l'a pas appelé. Il a enclenché la marche avant, est retourné sur la route du lac, et a conduit pour rentrer chez lui. Une maison où l'attendait une cuisine avec une lettre de mise en demeure sur le comptoir, une calculatrice sur la table, et une femme qui refusait de parler de tout ça, assise dans le salon à regarder une émission qu'elle ne suivait même pas. Le samedi suivant, le 14e jour, j'ai conduit jusqu'au chalet de bonne heure. Le chemin de gravier était plus calme cette fois, sans aucune urgence. Aucune colère dans mes mains agrippées au volant, juste le trajet, les arbres, le virage à la boîte aux lettres, et l'allée. Les chiffres de la combinaison ont tourné en douceur sous mes doigts. J'ai ouvert la porte, et je me suis tenu sur le seuil pendant un instant, laissant l'air froid de l'extérieur rencontrer l'air plus chaud de l'intérieur. J'avais laissé le thermostat à 12 degrés pour protéger les tuyaux. J'ai monté le chauffage. J'ai allumé un feu dans le poêle à bois, avec des bûches que j'avais empilées en octobre. Le petit bois en bas, comme Clyde me l'avait montré. Les plus gros morceaux au-dessus, le tirage ouvert jusqu'à ce que la flamme prenne, puis à moitié fermé pour ralentir la combustion. La cheminée tirait bien. Le chalet s'est réchauffé par couches successives. D'abord l'air près du poêle, puis le sol, puis les murs, et enfin la buée s'est dissipée sur les fenêtres. J'ai préparé du café sur la cuisinière à 2 feux, que j'avais installée en août. Je me suis tenu au comptoir de la cuisine, celui que j'avais posé de mes propres mains, et j'ai regardé par la fenêtre, vers le ponton, le lac, et les bouleaux sur la rive opposée. Personne ne venait. Personne n'était attendu. Personne d'autre que moi n'avait la clé, ni le code, ni aucune raison d'emprunter ce chemin de gravier. L'établi, que j'avais fabriqué à partir de planches de récupération, courait le long du mur arrière de la pièce principale, sous la fenêtre qui donnait sur le ponton. Je l'avais construit en août, le même week-end où j'avais refait le ponton, travaillant à l'intérieur lorsque le soleil de l'après-midi devenait trop fort sur l'eau. Pour Clyde, cela aurait été la première chose à construire, car un établi est l'endroit où l'on se tient pour planifier tout le reste. J'ai sorti le crayon de charpentier de la poche de ma veste, et je l'ai posé sur la surface de l'établi, le côté plat vers le bas, les marques dedans vers le haut. L'estampille Dixon accrochait la lumière du matin, qui filtrait à travers la fenêtre. Il semblait à sa place. Il semblait avoir attendu cet endroit précis, depuis que Clyde me l'avait tendu dans une station-service, 14 ans plus tôt. Dans la cuisine de Walt, la lettre de mise en demeure trônait sur le comptoir, le solde de son compte courant s'affichait sur son téléphone, et les textos de remboursement de Darla restaient sans réponse. La clé de caille était posée sur la table de chevet de Darla, et les amis de l'église d'Irene commençaient à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, car toutes les réponses ramenaient à un chalet qui n'avait jamais été le leur, et à une fille à qui ils avaient dit de partir. Dans mon chalet, la cheminée fumait. La rambarde du ponton retenait le givre. Le feu irradiait doucement, à travers le poêle, et les murs que j'avais isolés en juillet, jusqu'aux fenêtres que j'avais refaites en septembre. Bess venait vendredi prochain. Elle m'avait déjà envoyé un message, j'amène le bon vin et un puzzle. L'établi était propre. Le crayon reposait sur la surface, captant la lumière. Par la fenêtre, le lac était plat, gris et immobile. J'ai ouvert le registre du chalet, posé sur l'établi. J'ai écrit la date du jour, 28 décembre. J'ai noté la température, -1 degré Celsius. Et j'ai inscrit un seul mot dans la marge, maison. J'ai refermé le registre. Dehors, une seule série d'empreintes de pas dans la neige matinale menait de l'allée à la porte d'entrée. Les miennes. Personne d'autre n'avait la clé. Si cette histoire vous a frappé, abonnez-vous à Le Coin Reddit et activez les notifications. Nous publions une nouvelle histoire chaque semaine. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à ma place.